Bonjour, bienvenue sur RBS 91.9 à l'émission Fin de séance pour sa deuxième édition de l'émission. Et donc avant il y avait Intra Musique, donc l'émission avec Pierre Dur. Donc on va démarrer cette émission cette fois-ci directement par les sorties de la semaine. Ensuite on parlera du thème du jour qui est le sport au cinéma. Et plus précisément, on parlera beaucoup de foot et un peu de boxe. Si on a un peu plus de temps, peut-être qu'on débordera sur d'autres sujets. Et vous l'avez un peu entendu déjà, j'ai avec moi un invité. J'ai un invité tout à fait spécial, un collègue d'RBS de l'émission Morito Football Club. J'ai nommé Fred. Oui, bonjour à tous. Ça va bien, Fred? Ah, ça va bien. Ça me fait bizarre de venir le dimanche matin dans d'autres émissions, mais ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est sympa un peu d'élargir ses horizons. Bon, en même temps, le dimanche à 11h, on est frais. Pas toujours. Ah, dimanche à 11h, pour moi, ça me rappelle toujours quand je regardais sur Canal+, sans vouloir faire de pub, les films du dimanche matin. Ouais, j'ai vu beaucoup de films dimanche matin, donc j'étais debout, même à 10-11 ans, pour regarder les films. Oui. Et même maintenant, on pourrait avoir une petite séance le dimanche matin. C'est vrai que c'est agréable, la séance de cinéma le dimanche matin. Voilà, exactement. Faut pas avoir trop fait les fous le samedi soir. En fait, voilà. Alors, nous, on n'a pas fait les fous le samedi soir, justement. Non. Et on va un petit peu quand même. Hein. Ouais, on s'est fait une folie. Alors voilà. Donc je disais aujourd'hui, on va démarrer donc par les sorties de la semaine. On finira par les sorties à venir de la semaine prochaine et un peu l'agenda strasbourgeois en fin d'émission. Et juste avant, il y aura une rétro critique ciné sur un film de John Huston, À nous la victoire, donc qui a à voir avec le sport. Vous verrez. Oui. Ça sera en deuxième partie, donc après 11h30. La première partie, c'est parti. Alors, cette semaine, il y a eu différentes sorties. Qu'est-ce que tu irais voir? Je te fais la liste. Et tu me dis, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie. Ça a l'air super, ça a l'air horrible. Alors, donc le premier, c'est le western, qui n'est pas un western apparemment, de Jacques Audiard, avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, etc. Est-ce que ça te tente? Vu le casting, ouais, ça me tente. Ouais. C'est de revoir notre ami Joaquin Phoenix, ça fera toujours plaisir. Moi j'aimais beaucoup. Après moi j'aime bien quand je vais voir un film, j'aime bien être surpris, donc j'essaye d'en lire le moins possible avant d'y aller, et puis je me laisse surprendre. Alors des fois j'ai des bonnes surprises, des fois des moins bonnes. On va y revenir, mais ah oui. Voilà. Oui, on va y revenir. On va y revenir. Donc ça c'est pour ce film-là. Après il y a eu d'autres sorties. Donc on va regarder ensemble. Alors lequel je voulais te demander? Oui, le Gaspard Noé évidemment, Climax. Oui. Climax. Donc c'est une histoire de danseurs qui vont faire un spectacle et qui font une ultime répétition et une ultime fête au fin fond d'une forêt. Oui. Drôle d'idée déjà. C'est tiré d'un fait réel apparemment. D'accord. Et puis ils décident tous de boire une petite sangria et quelqu'un, là on ne sait pas qui c'est, voilà. Peut-être qu'on le saura en regardant le film, glisse un produit et du coup la soirée dérape grave. Dans c'est du Gaspard Noé. Alors pour ceux qui ça leur dirait rien, si je leur dis irréversible, normalement ils voient de quoi il s'agit, avec la fameuse scène de viol de Monica Bellucci, etc. Mon Dieu. Seul contre tous également, Love plus récemment, donc un film interdit au moins de 18 ans en salle. En 3D, donc on voyait en fait un sexe masculin éjaculé en 3D. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Ouais, assez moyennement. Moi, je suis allé le voir par, on va dire, par cinéphilie, oui. Parce qu'on veut quand même connaître de quoi on parle, mais Love, c'est pas un film très intéressant. Mais en fait, il crachait vers la salle. Vers le spectateur, exactement. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça doit être marrant en 3D. Ouais. De toute façon, du coup, le seul truc que je peux dire, c'est que quitte à voir le film, il faut le voir en 3D. Donc maintenant, c'est trop tard parce qu'il est plus en salle. Ouais. Donc, si vous aimez Gaspard Noé, allez plutôt voir peut-être Climax. Est-ce que toi, ça te tente le nouveau Gaspard Noé, du coup? Alors, tu m'expliquais en off que c'est un film qui a été tourné en 15 jours, complètement à l'arrache, avec des scènes d'improvisation. Plus ou moins à l'arrache, ouais. Avec des vrais danseurs et Sofia Boutella également. Bon. C'est vrai que c'est pas le truc que j'irais voir de prime abord. Maintenant, vu comme tu me l'as vendu, ça peut être intéressant. Ok. Pourquoi pas? Très bien. Moi, j'avoue que ce sera pas ma priorité non plus. Alors, ensuite, nous avons La Nonne, donc un film d'horreur qui est sorti au FEFS. Si j'étais fan de films d'horreur, j'irais. Voilà, c'est ça.
Je suis pas fan de films d'horreur, donc voilà. Okay. Mais j'irai peut-être. Alors ensuite, il y a un film de Debra Granik, donc une réalisatrice assez en vogue en ce moment, qui fait Leave No Trace avec Ben Foster. Oui. Donc l'histoire d'une ado de 15 ans qui s'appelle Tom et qui part avec son père, vit de manière alternative, donc en bordure de Portland, et puis on vient les déloger. Et puis ils se demandent du coup si ils vont avoir une vie comme tout le monde ou non. Et donc c'est une question un petit peu actuelle qui se pose beaucoup dans les médias, sur Internet, etc. Moi je dis pourquoi pas. Tu sais que ça c'est un film, tu m'as donné envie de voir. C'est-à-dire que moi j'aurais vu le truc comme ça, j'aurais pas forcément accroché, mais vu comme tu me l'en as parlé. Ben Foster est un bon acteur, qui a une bonne technique, donc c'est intéressant. Et ce que je me dis, c'est que ça peut ouvrir la porte à plein de trucs intéressants. Alors ça peut être un film très ennuyeux, comme ça peut être quelque chose de très intéressant. Tout à fait. J'ai envie de me laisser surprendre. Je vais peut-être aller voir ça. Alors un film français pour suivre. L'amour est une fête, donc dans le milieu de la pornographie des années 70-80, c'est deux flics qui enquêtent sous couverture, donc joués par Canet et Lelouch, fait par Cédric Angers, qui avait fait La prochaine fois je viserai le cœur avec Canet, qui pour moi était très bon, vraiment un bon renouveau du cinéma français, très affûté le film, très dur, avec un Canet... vraiment quand Canet il joue des rôles de mecs pas clairs, durs, prêts à tuer... il est assez troublant, je dois bien l'avouer. Fait peur, hein. Il peut jouer avec sa tête à la fois un peu le bon garçon sympa français, un peu à la Romain Duris, oui. Mais d'un autre côté, s'il se durcit, et quand parce qu'il aimait, on voit qu'il aimait son cœur. Il est un peu flippant le mec. Et la prochaine fois je viserai le cœur. J'avais pas tilté ce que c'était le film. Ah oui, avec le gendarme qui tue des gens. Avec le gendarme qui tue des gens. C'est un film vraiment, ça a glacé le sang. Ouais. C'est tiré d'un fait divers réel. Tout à fait. Donc il y a une émission qui s'appelle Faites rentrer l'accusé. Si vous pouvez le retrouver, vous pouvez aller le voir. C'est vraiment. Je pense que c'est le meilleur fait entrer l'accusé qui existe. Ok. Il est glaçant dedans. Alors, revenons juste au film. Du coup, L'amour est une fête. Moi, le sujet me tente très moyennement. Mais c'est Cédric Angers, Guillaume Canet. Donc, encore une fois, pas une priorité, mais s'il y a un petit temps qui se libère, pourquoi pas. Moi, c'est celui que j'irai voir prioritairement. Parce que j'aime bien le côté vintage, années 80. J'ai lu un peu le résumé de l'histoire. Ça a l'air vraiment intéressant. Canet, Lelouch, c'est vrai que bon, c'est pas on n'aura pas de surprise, mais bon, on sait que c'est solide. Ça peut être intéressant, franchement. Entendu. Alors, on va finir par le film qu'on a vu ensemble hier soir. Oh oui. Alors attention, on va faire assez court, car vous pouvez retrouver l'ensemble de nos impressions, notre analyse post-séance sur le site, sur la page Facebook de Fin de séance. Donc vous tapez simplement Fin de séance dans la barre de recherche Facebook. Et on a fait hier un direct sur ce film qui s'appelle Carnage chez les Puppets. Ah oui. Alors Carnage chez les Puppets, c'est quoi ? C'est un film où on se retrouve dans un monde exactement comme le nôtre, sauf qu'il y a comme tu l'as dit hier, une espèce différente à l'espèce humaine. Oui. Cette espèce, ce sont les puppets, des petites poupées en peluche, dans les Muppet Show, mais qui se reproduisent comme nous, apparemment. Ils sont comme nous, sauf que eux, leur truc dans la vie, la drogue pour eux, c'est pas la drogue comme nous, c'est de prendre du sucre. Donc, ils se droguent. Voilà, il y a un petit parallèle avec notre monde. On est tous un peu, on est beaucoup à être un petit peu sous sucre, sous saccharose et autres glucose en permanence. Et donc c'est ça. Donc c'était un film intéressant pour cet aspect que je viens de citer, par exemple, et pour le côté parce qu'il y a de la discrimination rapidement évoquée dans ce film. Dès la première minute, voilà, du film, on voit ça. Mais après, on n'en parle plus tant que ça. C'est un peu en filigrane, mais c'est vrai qu'au début, c'était intéressant. On voyait cet aspect discrimination, les humains qui prenaient de haut les puppets, les enfants qui leur donnaient des coups de pied, qui leur arrachent les yeux, etc. C'était assez... on se dit, tiens, ça va être assez intéressant. Et puis bon, finalement, c'est pas trop évoqué. C'est un peu en filigrane, mais bon, ça passe un peu à l'as. Et après, on a une enquête, en fait. Donc, on a un peu une policière humaine avec et un puppet, en fait, qui mène une enquête sur une série de meurtres. Bon, quelque chose de très convenu. C'est assez bizarre comme film, parce qu'on a un peu le cul entre deux chaises. On se dit, ça va être de la grosse marade, mais en fait, non. C'est même assez glauque, par moment.
Mais en même temps, c'est assez étonnant parce qu'on voit un peu ce contraste humain, puppets. Donc il y a cet aspect amusant et en même temps, c'est pas drôle et on sait pas trop où on va en fait. Exactement, parce que c'est l'humour potache américain, vraiment destiné au marché américain. C'est gras. Hein, et destiné peut-être aussi au marché chinois, puisque c'est produit par les Huey Brothers, donc une compagnie chinoise, peut-être même hongkongaise, si ma mémoire est bonne. Et dans la salle, nous étions en tout, nous compris, cette fois-ci j'annonce le bon chiffre, puisque je m'étais trompé hier lors du direct. Moi j'en ai compté 6 avec nous. Non, il y avait... Non, 7. En fait, il y en avait 3 devant nous, il y en avait 2 derrière nous, et il y avait nous. Non, et il y en avait un autre plus en haut à gauche, je te promets. Ah, je te promets, 8, j'en suis absolument sûr. Il était caché. Je suis retourné et tout. D'accord. Parce que dans ce genre de cas, je compte toujours, parce que là, ça devient assez significatif. Une salle pleine, t'as pas besoin de compter, mais une salle quasi vide, là, tu te dis, bon, je veux savoir combien on est. Quand on est en dessous de 10, bon. Alors, le film n'a pas d'un grand intérêt, à part ce qu'on a dit, et si vous êtes un cinéphile forcené ou si vous aimez la technique, puisqu'il y a une technique de marionnette très particulière. Ouais, c'est bien foutu, écrans, franchement. Voilà. Oui, il y a pas sur ça, il y a rien à dire. Tu sens qu'il y a des moyens, tu sens que c'est bien foutu, que c'est bien travaillé. En fait, c'est fait par ce monsieur Henson et le fils d'un autre monsieur Henson, qui animait le Muppet Show, tout simplement. D'accord. Donc il n'y a pas de secret, tel père, tel fils. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est version adulte. En fait, c'est une commande version adulte. Et du coup, oui, il y a du sexe très, on va dire, grossier, beaucoup de blagues vulgaires. Ils n'arrêtent pas de s'insulter. Voilà, donc c'est vraiment destiné à cette Amérique qui est aussi toujours entre grossièreté et puritanisme. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment notre culture, donc c'est un peu difficile, je pense, pour un Français et même pour un Européen quelque part. Oui, je pense. Moi, ce qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est que pas un moment j'ai rigolé en fait. Si j'ai rigolé parce qu'il y a un moment où tu te dis c'est tellement mauvais au niveau de la blague, je parle au niveau des blagues, c'est tellement mauvais que tu rigoles au 10e degré. Au 10e degré, non, ils ont pas osé faire ça, bah si. Notamment, il y a une scène de sexe assez torride entre deux Muppets. Ouais, le début était marrant avec la vache. Avec la vache et la pieuvre. Ah oui, non, alors, en fait, les idées originales, il y en a pendant un quart d'heure. Oui. Et puis après, on abandonne le navire. Après, on fait un polar tout simple, comme il existe depuis, je disais hier, depuis Humphrey Bogart, on va dire. C'est ça. C'est vraiment ça. On est dans les. Alors, on va parler de lui tout à l'heure. On est dans les vieux John Huston, justement. Oui, mais c'est ça. Certains. Et on se dit, on l'a vu 1000 fois. Alors, c'est pas grave, puisque le cinéma, c'est surtout comment on nous raconte une histoire plutôt que quelle est l'histoire. Oui. Mais là, elle est racontée de la manière la plus banale possible. Le film est fait de manière fonctionnelle, formatée, au bon sens du terme, c'est-à-dire c'est propre. Mais c'est sans intérêt. Mais il n'y a pas trop d'intérêt. Le seul intérêt, c'est de voir, c'est un vieux film avec une enquête, mais il y a un Muppet au milieu. Voilà, alors c'est assez troublant tout le film, on sait pas trop sur quel pied danser. C'est vrai que moi j'ai trouvé, c'est vrai qu'avec le recul... assez étrange. C'est un film étrange, c'est difficile de... À part sur le côté technique où c'est pas terrible, où il y a Melissa McCarthy qui joue le rôle principal, c'est la seule qui s'en sort un peu. Le reste, c'est des acteurs moyens. De seconde zone, clairement. Tout de suite. En tout cas, qui resteront pas dans les mémoires, je pense, mais tant mieux pour eux d'avoir trouvé un film comme ça, parce qu'il marche bien. Il a 118 000 likes sur Facebook, alors qu'il y avait 6 personnes en salle. Donc encore une fois, c'est destiné à d'autres marchés, tout simplement. C'est ça. C'est pas fait pour le public français. Après, ce qui est troublant dans ce film aussi, c'est que il y a le côté un peu grand guignol, grotesque, vraiment trash, vulgaire, et gros grossier dans le sens gros. Et en même temps, il y a des petites subtilités dans le film. Tu avais parlé de l'histoire du sucre, de la drogue du sucre. T'as l'histoire du foie. Bon, on va pas vous spoiler le film si vous avez le courage d'aller le voir. Il y a notamment le personnage humain qui peut prendre. Normalement, les humains ne peuvent pas prendre la drogue des puppets, sinon ils meurent. Mais elle peut parce que elle a un foie de Muppet. Voilà, par exemple, il y a de puppets du coup. C'est compliqué. Voilà. Donc en fait, il y a des petites subtilités comme ça, et c'est assez bizarre en fait. Mais après, on sait pas trop où on va. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film sombre? Est-ce que c'est un film glauque? Est-ce que c'est du grand guignol ou est-ce qu'on nous glisse quelques petits trucs subtils mais qui servent pas grand-chose finalement? Exactement. C'est bizarre. En tout cas, un film seulement intéressant si vous aimez les puppets ou si vous voulez voir un film... si vous aimez le sucre. Voilà, si vous aimez le sucre. Un film vraiment à part et vraiment pas destiné à un marché
Français. On voit en fait on voit un sorte de choc des cultures. Voilà, c'est intéressant pour que c'est sociologique, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Alors, c'était du sport de regarder ce film. Et à propos de sport, on va parler du sport au cinéma et notamment donc du foot. Tu me disais, je vais commencer direct dans le vif du sujet, que le football est difficile à filmer au cinéma et qu'il y avait une raison qui vient évidemment du foot qui est filmé à la télé avec deux écoles, une école italienne selon toi, une école française. Oui. Alors le foot est difficile à filmer. Alors là je parle pas de cinéma, hein. Je te parle de diffusion télévisée de matchs de foot. Pour s'en convaincre, il suffit de voir. Je vais faire une comparaison avec la boxe. Il suffit de voir en fait les images d'archives des premières coupes du monde 1930 où quand on voit des résumés de match, c'est quasiment impossible de suivre le résumé de match sans la narration en fait. C'est-à-dire comme ça se passe sur un terrain assez vaste, qu'il y a pas mal de mouvements, qu'il y a pas mal de choses qui se passent, on a du mal à capter l'image avec des moyens techniques très rudimentaires. Parallèlement, la boxe, on peut très bien suivre des combats d'avant-guerre. Par exemple de voir du Joe Louis, de Marcel Cerdan, de même Georges Carpentier dans les années 20, t'as des images, des combats, t'as des combats entiers, mais tu peux voir ce qui se passe, tu peux très bien le suivre. Donc la boxe est beaucoup plus facile à filmer que le football. Tu parlais d'une école italienne, une école française. Oui. Je pense que c'est les deux extrêmes qu'ont choisi les télévisions pour filmer le football. Les matchs, souvent, si vous regardez des matchs qui se déroulent en Italie, donc réalisation italienne, vous avez des plans extrêmement larges. On voit l'ensemble du terrain, on voit les joueurs en tout petit. L'intérêt, c'est que tu vois en fait la disposition tactique des joueurs. Tu vois aussi le déplacement collectif des équipes. Ça, c'est le côté l'Italie où il y a une très grande culture tactique développée. Et je pense que ça participe à ça d'ailleurs, hein. En France, un match qui se déroule en France, qui est réalisé par une télévision française, il y aura une alternance de gros plans, de plans larges, gros plans. C'est très dans l'action en fait. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. On va se concentrer sur la performance individuelle, la roulette de Zidane par exemple. On va pas trop voir ce côté tactique. On sera plus dans l'émotion en fait. Et tous les matchs de foot qui sont filmés dans le monde entier, en fait, ont un positionnement entre ces deux extrêmes, le modèle français, le modèle italien. Donc il y en a qui seront plus ou moins larges, il y en a qui seront plus ou moins rapprochés en fait, pour résumer. Entendu. Et c'est très très compliqué, donc il n'y a même pas une harmonisation dans la manière de filmer un match de foot. Ah oui, d'ailleurs en ce moment c'est parce que si on parle aujourd'hui du sport, c'est aussi parce que c'est l'actualité, c'était la rentrée de la Champions League. Oui. Voilà pourquoi aussi on parle de foot aujourd'hui dans le cinéma. La Champions League, elle est filmée alors juste en deux mots, de manière italienne ou de manière française en général? Alors ça dépend, alors je m'étais un peu intéressé à la chose pour la Coupe du Monde, où notamment le réalisateur français il a beaucoup pas mal la côte, hein, au niveau international. Ouais. Mais en fait t'as certains matchs, ça dépend des matchs. Comme les matchs sont diffusés dans le monde entier, t'as certains matchs qui sont confiés aux Français, t'as d'autres matchs qui sont confiés aux Italiens, d'autres matchs aux Allemands, aux Anglais, etc. Et en fait, les réalisateurs font selon leur inspiration. Ils ont un cahier des charges pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Mais quand vous regardez bien dans une Coupe du Monde, par exemple, tous les matchs ne sont pas filmés de la même manière. Ça, c'est assez intéressant. Le deuxième point aussi que je voulais aborder, c'est que la télévision, un match filmé en direct, ça peut avoir un impact sur la perception des événements qui se passent sur le terrain. Je prends un exemple que vous avez peut-être tous en mémoire si vous avez suivi la Coupe du Monde, l'équipe de France. C'est le but de Pavard contre l'Argentine. Le but de Pavard à la télévision a une intensité dramatique dans le sens où en fait on voit Hernandez qui fait le centre, le ballon qui rebondit 2 fois, mais Pavard tu le vois qu'au dernier moment. Donc tu sais, il y a 1 seconde ou 2 secondes où t'as le temps qui se suspend. Tu sais qu'il va se passer un truc. C'est vachement cinématographique du coup. C'est très cinématographique en fait. Okay. C'est ça, mais après c'est quasiment impossible à reproduire. Mais ouais, c'est ça. Et tu sais, voilà, il y a 2 secondes, il va se passer. Tu sais qu'il y a l'autre qui arrive, mais tu le vois pas à l'écran. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va surgir? Pavard, pam. Donc il y a une forme de presque de cinéma, même si c'est du montage en direct où il change de caméra selon les ordres du réalisateur. C'est ça. Alors qu'au stade, en fait,
tu n'as pas du tout ça, puisque au stade, si tu voulais, tu aurais pu regarder Pavard tout le match, et tu le voyais arriver de loin pour venir taper le ballon. Et c'était le témoignage justement des gens qui étaient au stade. Ils disaient mais le but de Pavard, bon, il est très beau, mais il a pas ce côté exceptionnel que tu le vois à la télé en fait. Parce que Pavard, tu le vois arriver, tu le vois cavaler, tu le vois arriver de très loin en fait, parce que tu vois l'action dans son ensemble. Ah, c'est peut-être aussi à cause du direct, puisque les films, tu disais, ont du mal à reproduire ce côté exceptionnel. C'est quasiment impossible. Voilà. En fait. Et moi je me suis intéressé du coup cette semaine, je me suis sacrifié et j'ai regardé un film qui s'appelle Goal, qui est en fait parce que quand on s'intéresse au sujet, on remarque qu'il y a des films sur le foot par-ci par-là, mais il n'y a pas réellement de film qui a un projet, je dirais, footballistique, à savoir vraiment parler du foot. Ça parle souvent d'une histoire, donc je vais citer pêle-mêle de Damn United, qui parle des 44 jours de Brian Clough à la tête de Leeds United, mais ça parle de Brian Clough. On voit, il y a pas d'image de foot. Il y a des images d'archives, mais c'est tout. C'est des images. C'est un film sociologique plus que sur le football. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans les films sur le football, en fait, il y a très peu de films qui filment du football. Qui parlent vraiment du football, du terrain, des passements de jambes, etc. Où tu vois des matchs de foot. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'as des films sur le foot, t'as plein de films sur le foot. Je vais en parler avec Gaulle là juste après. Mais t'as très peu d'images. Alors il y en a qui s'en sortent par des pirouettes, par exemple The Damned United, où t'as des images d'archives, où tu vois des images de joueurs de Leeds qui se tapent avec tout le monde. Ouais. Ça, c'était l'époque. Voilà, c'était la grande époque. Avec Millwall peut-être, non? Oui, il y a eu un Millwall Leeds il y a 2 semaines. Parce que Millwall c'est réputé. Voilà. Mais voilà. T'as d'autres feintes, par exemple j'ai plus en tête. Dans Coup de tête avec Patrick Devers. Ouais, voilà. Même exemple, mais en France. Tu vois des images de tribune. Ouais. C'est très bien fait d'ailleurs, c'est très très bien filmé, où tu vois la ferveur, ça a été tourné au stade de la Baie des Champs, à Auxerre d'ailleurs. T'as des images de tribune, mais t'as très peu d'images du match. Étant donné que, pour l'anecdote, Patrick Devers était une brêle absolue en foot. Mais quelque chose, c'est le pire joueur qui existait sur Terre, en fait. Alors, on en parlera après, mais apparemment, Osvaldo Ardiles, dans À nous la victoire, a dit que c'était Michael Caine, le pire joueur de l'histoire. Ouais, on en reparlera après dans la rétrocritique. Je fais un peu du teasing, comme il dit de nos jours. Et en fait, dans Coup de tête, tu vois peut-être 10 secondes Patrick Devers balle au pied. Bah, bien sûr. Alors que c'est le centre du film, en fait. Souvent, la plupart des acteurs quand on s'intéresse à ça, Stallone aussi, par exemple, dans aussi À nous la victoire. C'est une brêle absolue. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, comme je disais, mais ça aussi, c'est questionnant. C'est-à-dire que la technique du football, les acteurs ont du mal à la voir, d'une part, et deuxièmement, il faut utiliser du coup tous les trucs et astuces du cinéma qui est purement un art elliptique, un art technique, du coup, qui permet de faire ça. Mais même quand on fait ça, on voit que c'est pas toujours gagné. Et donc, juste, je te coupe pour faire un parallèle aussi avec la boxe. La boxe, on peut feinter, même si on sait pas boxer. Je te donne un exemple, les Rocky. Ouais. La série Rocky. T'as les combats, par exemple, le combat contre Rocky, contre Drago ou contre Clubber Lang. D'un point de vue boxe, c'est du grand n'importe quoi. Ah oui, ils ont pas de garde, ils se donnent des coups, ils tombent par terre, normalement ils doivent mourir sous ces coups, mais ils se relèvent, ils remettent KO l'autre. Ça c'est pour le côté dramatique du film. C'est n'importe quoi. Ouais, mais d'un point de vue technique de boxe, c'est du grand n'importe quoi. Bien sûr. Mais ça passe. Mais à l'image ça passe. À l'image ça passe et t'as de l'émotion. Et parce que on peut aussi beaucoup plus dramatiser la boxe. Parce que le mec par terre qui se fait compter, bon, c'est simple pour n'importe quel spectateur, même si on n'est rien à la boxe. Il y a un mec par terre, on comprend que à 10, s'il s'est pas relevé, il est KO. Et c'est tout. Donc on le filme, on met un flashback, il pense à sa femme et ses enfants, et puis il redécouvre une once de courage au fond de son cœur, et comme un chevalier du zodiaque, il renaît de ses cendres, tel le phénix, et c'est parti. En foot, si tu sais pas faire un contrôle, voilà. Tu peux pas simuler. En foot, tu peux pas passer ça. En foot, même quand on regarde un match de foot, il n'y a pas de dramatisation, il n'y a pas de scénario aussi établi. La boxe, c'est simple. Soit on compte les points, soit on compte le mec à terre. En foot, il peut y avoir match nul. En foot, il peut avoir des buts contre son camp. En foot, ça peut avoir des vagues et des vagues successives, et il se passe finalement pas grand chose dans le match, alors qu'en fait l'attaque est sublime et on a l'impression que c'est nul parce que nous à la télé on comprend pas tout ce qui se passe. Il y a des matchs très très tactiques qu'aiment bien les grands spécialistes de foot, et que le grand public en général s'ennuie, et on peut comprendre. Donc je voulais parler absolument de Goal. Goal, c'est à ma connaissance les seuls films
où une production s'est dit bon, on va vraiment faire un film sur le foot et on va pas en faire qu'un, on va en faire plusieurs. Donc ils étaient investis pour une trilogie. Et ils avaient des partenaires comme Newcastle United. Tout à fait, il faut bien le prononcer, ça se prononce Newcastle. Et puis il y a le Real de Madrid également. Et 2-3 petites équipes annexes, mais quand même assez connues, comme Fulham et Liverpool. Donc dans ce film, il s'agit de quoi dans Goal? Il s'agit d'un petit Mexicain qui passe la frontière pour aller vivre aux États-Unis, à Los Angeles, avec son père, sa mère n'est pas là, et sa grand-mère, avec une actrice d'ailleurs qui joue toujours les grand-mères mexicaines dans les films américains, Oui. toujours la même, enfin bon. Donc il s'appelle Santiago. Alors ce bon petit Santiago, par un coup de chance énorme, il est repéré par un scout, donc un éclaireur, les messieurs dont le métier c'est de repérer un petit peu les nouvelles pépites. Et il est là pour voir sa fille, donc il vit aux États-Unis. Lui, il est anglais. Et puis, il a joué à Newcastle, c'est un ancien joueur de Newcastle. Et il voit ce Santiago, il se dit bingo, le mec est super. Donc il appelle le président entraîneur. J'ai pas très bien compris dans le film parce que le film est assez mal découpé, donc c'est pas très compréhensible. Mais il les entraîne en tout cas. Puis après il est devant un grand bureau, donc on a l'impression que c'est le président. Bon, donc on va dire président-entraîneur. C'est le manager. Peut-être le manager. C'est un concept très anglais. Hein, ouais, c'est vrai, mais c'est genre le Arsène Wenger de Newcastle, quoi, en fait. Ouais, alors c'est ça. Voilà, tu l'as bien dit pour les gens qui suivent le foot. C'est le Arsène Wenger un petit peu du film, mais le film est quand même pas très clair sur différents aspects, hein, du fait de son montage. Bon, voilà. Et donc Santiago se fait repérer et part à Newcastle. Alors c'est très poignant puisque c'est sa grand-mère qui lui donne ses économies pour qu'il parte dans le dos de son père, qui ne veut pas qu'il fasse du foot parce qu'il pense que c'est un rêve débile, etc. Bon, classique. Le scénario, en gros, je vous le raconte pas, c'est les scénarios hyper classiques des films de sport. Ça aussi, c'est un problème d'un film de sport, notamment de foot, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des films dont ceux dont on parlait avant qui essayent de parler d'autres choses, d'être plus sociologiques. The Damned United est vraiment très bien. United, par exemple. Donc, ce Santiago se retrouve à Newcastle, il fait un essai, c'est difficile, il joue sous la pluie, dans la boue, etc., etc. Et bon, finalement, évidemment, il est pris, sinon il n'y a pas de film. Et donc, la première partie est encore assez agréable, je dirais, montée de manière correcte. Mais à partir de la deuxième partie où il joue pour Newcastle, comme je le disais avant, il y a un montage, on ne comprend pas trop qui fait quoi, alors que le film est assez linéaire, finalement. Et puis, il y a plein de choses un peu en trop, enfin, où on veut vraiment nous emmener dans le pathos absolument. Et puis bon, on comprend bien que c'est un film où le héros vit à Los Angeles et arrive aux États-Unis. Donc on a tout fait, en Angleterre, voulais-je dire. Et donc on fait tout pour pouvoir vendre aux différents marchés. Donc ça, je peux comprendre. Un film, ça coûte cher, il faut pouvoir le rentabiliser. Mais quand c'est un peu forcé comme ça, c'est toujours un peu gênant. C'est-à-dire que là, le commercial a pris le pas totalement sur l'artistique. Et l'artistique aurait pu être bien, notamment, alors c'est ça dont je veux parler au final, dans les matchs de foot. Dans le film, on voit toutes les stars de l'époque. Donc il y a Shearer, il y a Jean Laboumsong, il y a Genas, etc. Jean Laboumsong, ouais. Oui, bah écoute. Bah, c'était un bon genre, ouais, à l'époque. Oui. Mais la grosse star, c'était Shearer à l'époque. Oui, Shearer. Non, mais je ne polémique pas sur le foot là, mais plutôt sur le cinéma dans cette émission. Bien sûr. Et donc la polémique est la suivante, c'est-à-dire on voit Shearer à croise Santiago dans la salle de muscu, mais c'est tout. Et quand ils sont on the pitch, comme on dit en Angleterre, quand ils sont sur la pelouse, eh ben on a l'impression qu'on a filmé le match avec Shearer, Genas, tous les professionnels, et puis on a filmé des images à côté avec donc notre ami Santiago et son meilleur copain dans le film, enfin ça devient son meilleur ami Gavin Harris, qui est censé jouer une espèce de nouvelle star playboy de l'équipe de Newcastle. Et donc ça fait vraiment personnage rapporté à la fois techniquement à l'image et à la fois dans l'histoire. On se dit ces mecs ne sont pas footballeurs. Oui. Dès qu'on voit Shearer, on se dit ah oui, ça c'est un footballeur. Tu vois la différence. Et on sent la différence. Il y a un problème d'aura, il y a un problème de technique comme tu le disais avant. Peut-être que ce Santiago sait faire 2-3 passements de jambes, mais à la limite, il aurait fallu prendre que des acteurs et pas mettre des professionnels, parce que dès qu'on voit les professionnels jouer dans le film, on se dit ah ouais, c'est Alan Shearer. Et puis c'est pas n'importe qui. Alan Shearer, il en a mis des buts pour l'équipe d'Angleterre, pour Newcastle, etc. Très gros joueur. Hein. Très gros joueur, évidemment. Donc c'est un peu embêtant ça. Et ils ont fait une suite où il part au Real de Madrid, qui apparemment est encore pire. Et puis alors la dernière, alors là ça parle dans tous les sens. Il doit jouer la Coupe du Monde, mais en fait on voit deux de ses amis qu'on n'a pas vus dans les 2 premiers volets qui vont jouer la Coupe du Monde, donc lui passe au second plan, donc bon. Enfin en tout cas le scénario et ce projet auraient pu être intéressants,
mais c'est assez parallèle en fait au football business en ce moment, à savoir que c'est vraiment, c'est un peu une tautologie de dire ça, mais c'est gangréné par l'argent, un peu trop. Qu'on ait besoin de l'argent pour faire un club, pour faire un film, évidemment, mais dans ces deux industries, je dis bien le mot industrie pour ce coup-là, pour ce type de film et ce type de foot, on parle pas du Shirine, ou on parle pas des films indépendants, hein. Oui. On parle des gros clubs, donc Newcastle, etc. Et on parle bien des gros films comme ça. Eh ben, ils suivent le même destin, c'est qu'à un moment, on est un peu déçu. C'est comme regarder Manchester City. Tous les ans, ils doivent faire quelque chose en Champions League, ils font rien. Et ben là, le film, si on est footeux et cinéphile, on se dit ça peut être intéressant. On se doute que ça va être compliqué, voilà. Et on voit des stars. Il y a Zidane dans le film, il y a Beckham, il y a Raoul, il y a donc des gens du Real de Madrid. Les Galactiques. Voilà, les Galactiques de l'époque. Donc Shearer, Gena, je le disais. Et puis on voit aussi Barros sur le terrain. On voit Radzinski aussi dans un autre match. Mais ça suffit pas. Et on se dit, le foot au cinéma, c'est pas gagné. Alors, on va faire une petite pause et après, on va discuter encore avec Fred. Alors, du seul film, peut-être, où tu peut-être nous teaser un peu. Oui. Ou, eh bien. Le seul film qui a réussi à filmer un match de foot. Voilà, un peu correctement. Et on va expliquer pourquoi. Et c'est un truc assez improbable. Alors, pour la pause musicale, d'ailleurs, on va mettre la musique du film. Ouais. Donc, le film, c'est À nous la victoire. La musique du film s'appelle tout simplement, c'est Victory, puisque c'est la musique du générique du fin, mais elle est reprise, c'est le thème principal du film, par monsieur Bill Conti. La musique des Rocky. Ah, voilà. Bill Conti, c'est un grand ami de Stallone, puisqu'il a fait la musique des Rocky. Et il a fait également la musique de Fist, de la Taverne de l'Enfer, de plein de Stallone. Karate Kid. Et puis, la même année, donc le film À nous la victoire de John Huston est de 81. Il a fait un film cher à mon cœur. Et je sais aussi que c'est un film que tu aimes bien. Il a fait un James Bond, Rien que pour vos yeux. Oui. La musique est de Bill Conti. Cette fois-ci, elle est un peu plus réussie que dans d'autres cas. C'est parti.
Voilà, c'était la musique de Bill Conti pour le film À nous la victoire, Escape to Victory ou juste Victory en anglais, un film de 81 de John Huston, le grand John Huston, avec le non moins grand Stallone, mais dans un autre style, Michael Caine également. Et puis une constellation de stars de l'époque, Fred. Ouais, alors imaginez qu'aujourd'hui on fasse un film sur le foot. Et dans le casting, t'as Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, t'as Zidane, t'as, allez, on va dire les joueurs de Liverpool. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et plus de 3 stars, genre tu mets Griezmann, tu mets, un peu de tous les pays. Bah c'est un petit peu ça. Exactement. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un casting. Alors déjà, il y avait toute l'équipe d'Ipswich. Il y en avait plusieurs. Il y en a 4 ou 5. Il y en a plus, je crois. Moi, j'en ai 4 ou 5. Il y a John Wark, il y a un ailier, Kevin Hoolagan, qui était ailier dans la vraie vie, mais qui dans le film joue un goal à qui on fracasse le bras pour que Stallone puisse jouer à sa place. Voilà. Alors Ipswich, ça parle peut-être pas aux plus jeunes, mais à l'époque c'était quand même une équipe redoutable qui était finaliste de la Coupe UEFA en 80, je crois, ou 81, qui avait mis 4-0 au Grand Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc c'était quand même une grosse équipe au niveau européen. Ils ont été champions d'Angleterre à cette époque, donc c'était vraiment l'équipe à la mode. Il y avait des joueurs, donc le casting, donc t'avais Pelé. Le plus grand joueur de tous les temps. Le plus grand joueur de l'histoire, peut-être. Souvent, cité par le plus grand. Le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Tout à fait. Qui joue le rôle tu te rappelles de Luis Fernandez. Ouais, exactement, et qui vient, il est pas français, il vient de Trinidad et Tobago. Il vient de Trinidad et Tobago. C'est très bizarre. Alors, c'est très bizarre d'avoir fait ça. Ah oui, parce que le Brésil n'était pas belligérant pendant la guerre, la seconde guerre mondiale. Exactement. Faut qu'on s'est lancé, mais on va parler du scénario. Ça se passe dans la seconde guerre mondiale. Voilà le scénario du film. Donc t'as Pelé, t'as Osvaldo Ardiles, champion du monde avec l'Argentine en 78. Ouais. T'as Paul Van Imst, qui a été élu plus grand joueur belge de l'histoire. Exact. C'est le Eden Hazard de l'époque. Exact. T'as Bobby Moore, capitaine de l'équipe d'Angleterre en championne du monde en 66. T'as Dejna, qui était un joueur polonais, un des plus grands joueurs polonais voté plus grand joueur polonais en 94 par les médias et les Polonais de l'histoire, qui est décédé dans un accident de voiture dans les années 80-90. Exact, à 41 ans. Voilà. Et donc il y avait une constellation de stars, de gens qui savent jouer au foot en fait, qui sont des vrais joueurs de foot. Alors le scénario du film, il est très rapide. En gros, c'est la grande évasion, mais avec un match de foot. Donc c'est Michael Caine qui, comme je disais avant, Osvaldo Ardiles disait qu'il savait pas du tout jouer au foot, est un ancien d'une équipe de football anglaise, et il se fait repérer par un des chefs allemands. Et ce chef allemand du camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale lui dit ça serait super, parce qu'il adore le football aussi. C'est un passionné de foot en fait. C'était un ancien un ancien de l'équipe nationale d'Allemagne, et il a reconnu le prisonnier, il a dit mais toi t'étais l'ancien capitaine de l'Angleterre. Alors non, pas de l'Angleterre, d'un club de foot. Je crois que c'est West Ham ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est West Ham. Mais enfin bon, en tout cas, un ancien footballeur assez connu. Et du coup, il lui propose de jouer au foot. Alors, il refuse. Alors, tous les synopsis disent, il refuse et tout. Bon, dans le film, il refuse 10 secondes, mais oui. C'est pas grave. Donc, il refuse pas tant que ça. Et puis, il va donc monter une équipe. Dans cette équipe, il y a tous les vrais footballeurs, Pelé, etc., etc. Et surtout, il y a Sylvester Stallone. Oui. Sylvester Stallone qui, en même temps, un peu la tête d'affiche, qui est la tête affiche, qui en fait va faire un plan pour s'échapper du camp. C'est l'histoire entre le match et s'échapper du camp. Quel choix va-t-on faire? Un peu le dilemme, c'est un peu le dilemme final qu'on attend de voir depuis la 20e minute du film, parce qu'on a un peu compris ce qui allait se passer. Donc John Huston, le grand John Huston, trésor de la Sierra Madre, l'homme qui voulait être roi, etc. C'est lui qui réalise le film. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéressait pas du tout à ce qu'il filmait. Donc c'est pas un film qui lui a fait très plaisir à faire. Ça a rendu furieux Stallone, qui sont les propos des acteurs français qui ont joué dans le film, Stevenin, Carol Orr et autres. On dit qu'il s'est comporté comme un abruti. C'est assez drôle. Donc il s'est comporté en gros comme une star américaine, un peu comme Tom Cruise a la réputation de se comporter dans sa petite roulotte, coupé du monde. Vous le voyez que quand vous lui donnez la réplique. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et alors notre ami Stallone, on va revenir au cinéma et au foot et aux problématiques qu'on a évoquées en première partie de l'émission. Eh bien notre ami Sly, comme pour les intimes,
il a décidé qu'en jouant un goal, il allait marquer le but décisif à la fin du film. Oui. Donc là, tous les non-américains, donc je pense tous les joueurs de foot professionnels qui ont gagné moult coupes du monde, il y avait quand même 5 coupes du monde sur le terrain, lui ont dit on vous aime bien Monsieur Stallone, mais un goal qui marque un but, c'est rare. À l'époque, il n'y avait pas encore le gardien Chilavert. Cheney, le gardien brésilien. Ça existait peu, quoi. Et même Chilavert, il en a marqué pas mal, mais c'est pas non plus un buteur. Et en 81, Grégory Vimbé. On a dit, ouais. Je suis sûr que tu les connais tous, Fred. Mais en tout cas, on lui a dit, non, on va se calmer, on va faire autre chose. Donc, il fait un arrêt décisif à la fin du film. Et il a dû le refaire 17 fois. Et donc, Dana et Aradiles avaient déclaré, à un moment, il faisait autre chose, quoi. Il s'intéressait plus du tout à ça. Oui. Et les gens voulaient même plus, les footballeurs professionnels voulaient même plus tirer au but. Voilà, pour tellement, la prise. Tellement c'était donc, lamentable. John Huston a piqué une gueulante et leur a dit, les gars, on s'y remet, on y va à fond, voilà. Et finalement, il arrête le ballon. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que hors cadre, alors ça, c'est hors cadre dans les deux sens du terme, puisqu'on parle de foot et de cinéma, eh bien, la personne qui a entraîné Sylvester Stallone à jouer un goal n'est autre que, alors, c'est soit Yashin, soit lui, le plus grand goal de tous les temps, Gordon Banks lui-même. Ouais. Stallone champion du monde avec l'Angleterre en 66. Tout à fait, mais surtout, il a annulé le but de Pelé. Un des plus grands gardiens de l'histoire. Voilà, en fait. voilà. Gordon Banks, c'est sûr que les Anglais maintenant, c'est plus la même chose en termes de gardien. Mais donc Gordon Banks devait entraîner Stallone, mais Stallone n'écoutait pas, puisque il se comportait apparemment mal. La star, quoi. Et du coup, mais on a ce qu'on sème apparemment, puisque à se jeter par terre n'importe comment, puisque être un goal c'est un boulot et c'est un art, il faut une technique. Il s'est déboîté une épaule. Donc finalement, il a un peu plus écouté Gordon Banks, mais il a quand même continué à se prendre des ballons dans la tête et notamment dans les côtes. Il s'est encore cassé 2 côtes. Donc il a déclaré à la fin du film, ça c'est vraiment génial, puisqu'on faisait le parallèle avant entre le foot et la boxe. Oui. Il a déclaré, c'est l'expérience la plus dure que j'ai eu à faire de cinéma, donc en 81. C'est plus dur que jouer Rocky, un boxeur. Alors qu'en boxe, on est d'accord, Fred, on se prend des coups. Oui. C'est hallucinant que ça marche. Et puis c'est un entraînement, c'est le sens du sacrifice, mais on se rend compte que le football, c'est un vrai métier, finalement. Être gardien de but, on peut pas s'improviser gardien de but, surtout au milieu de gens qui savent jouer au foot. Et ça a l'air de prendre beaucoup de temps à savoir le faire. Alors que tu disais avant, dans les films de boxe, on peut faire semblant à l'image, mais le foot, on a l'impression que c'est difficile. C'est un peu comme les films d'arts martiaux ou de combat. Alors souvent, ils camouflent, mais même si j'adore par exemple les Jason Bourne, on voit bien que Matt Damon, c'est pas comme les films asiatiques où ils font l'inverse. Ils prennent, Jet Li, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les Américains souvent ils prennent un acteur connu pour en faire une star de la castagne. Il y a des exceptions, Steven Seagal, etc. Alors souvent les Asiatiques, ils font toujours l'inverse, que ce soit un homme ou une femme. D'ailleurs, ils prennent beaucoup plus de femmes, comme Michelle Yeoh par exemple. Ils prennent quelqu'un qui connaît les arts martiaux et ils en font un acteur. Et du coup, le film, la plupart des gens vont le voir surtout pour la castagne et moins pour le jeu d'acteur. Et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux là-dessus. Pour le foot, c'est un gros problème parce que prendre un footballeur, tu parlais avant de Pelé en off, Pelé. Il est sympathique, il tient un petit peu son rôle, mais on sent que c'est pas les acteurs. Bobby Moore, c'est encore pire. Bobby Moore, il regarde autour de lui tout le film et c'est tout. On sent que c'est pas un acteur, mais tu sens que c'est le seul quand même qui arrive un peu à jouer le jeu. Voilà, Les autres sont pas du tout les autres sont très mauvais. Pelé, il a quand même un petit truc en fait. Parce qu'il a une aura, parce que c'est le plus grand joueur. Parce qu'il y a des gens qui sont. Moi, je pense qu'il y a des footballeurs actuels qui pourraient faire des acteurs extraordinaires. Hein. Ah oui, tiens, c'est intéressant, bonne question. Alors, comme qui par exemple? Moi, je dirais Ibrahimovic. Dans un rôle de méchant, de méchant de James Bond. C'est bien. Un mec de l'Est qui est méchant, c'est pas trop cliché, ça. Un homme de main. Je pense qu'un Pogba pourrait faire un acteur intéressant. Ouais, enfin, il est déjà acteur, non, je crois, à plein temps. Oui, il est déjà acteur. Sur les réseaux sociaux, en tout cas. Il est déjà acteur à plein temps. Voilà. J'en avais un troisième comme ça, qui D'ailleurs, à propos de réseaux sociaux. Je pense que Cristiano Ronaldo, il a quand même une tête, ouais. Est-ce qu'il passe à l'image? Ouais, c'est possible. Ouais, je pense que c'est des gens qui pourraient passer très bien à l'image. Bon, après, il faut travailler, bien sûr, le jeu d'acteur, hein, bien sûr, mais je pense que c'est des gens qui ont des aptitudes naturelles et qui ont des auras aussi. Ouais, alors après, il faut avoir une technique d'acteur, et ça aussi, ça s'acquiert. Il y a des gens avec un talent inné, et il faut qu'ils bossent peu, mais comme dans toute chose, il y en a d'autres, il faut quand même un peu s'y mettre.
Voilà. Donc je te parle plus au niveau de l'expression corporelle en fait. Ah oui. Je sens que c'est des gens qui dégagent des choses. Oui, en fait. ont envie. Ça, c'est sûr qu'ils voilà, ils ont envie. Mais c'est vrai que c'est du coup très difficile là, après tout ce qu'on a dit. Donc dans ce film de John Huston, tu me disais. Par contre, ce qui est très bien filmé, c'est le football. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des, sans vouloir faire de révélation, mais il y a des gestes techniques, notamment de Ardiles et de Pelé, incroyables, filmés sous tous les angles. Alors à l'époque, c'était l'époque, et on l'a vu après dans les films, notamment de Van Damme, etc. Je parlais des films d'arts martiaux. On revoit plusieurs fois la même action au ralenti. Et autant parfois c'est un peu ridicule dans les films de combat, enfin ça devient ridicule. Autant là, ça passe super bien. J'ai apprécié, voilà, on est d'accord, parce qu'on maintenant dans notre culture, on est habitué à voir les ralentis aussi, je pense des matchs et des buts. Et du coup, dans un film, nous montrer une action exceptionnelle de Pelé ou de Ardiles 48 fois, un coup du sombrero, une volée incroyable, une bicyclette, l'aile de pigeon de Ardiles un moment. Et comme c'est c'est une aile du pigeon, coup du sombrero, c'est incroyable. Ouais, c'est une action à deux. Mais quand on connaît les joueurs, alors c'est le double plaisir de la personne qui connaît à la fois et le cinéma et le foot, on se dit c'est possible, c'est des grands joueurs, ils savent le faire. Oui. Du coup ça passe, mais par contre c'est pas des grands acteurs. Donc du coup on a un film de John Huston assez plat qu'il a pas eu envie de vraiment de faire. Un peu nardesque aussi, faut le dire. Moi je trouve que c'est un film correct parce que c'est un grand réalisateur mais qui fait le minimum. Du coup, on a un film correct avec un Stallone moyen. Michael Caine est toujours bon, il fait toujours le même s'il fait le minimum comme dans ce film, ça passe. Et voilà. Donc un film intéressant, mais un film qui ne restera pas dans les annales de John Huston. Du cinéma, mais qui reste. Et il y a une autre chose aussi. Mais ce qu'il y a de mieux, en tout cas, par rapport au sujet d'aujourd'hui. C'est le match, quoi. Et il y a une autre chose, au-delà des gestes techniques, c'est un match, ça c'est les acteurs ceux qui ont joué ce match, notamment les joueurs d'Ipswich, qui ont raconté. Il dit les prises qu'on a fait pendant le match, il y avait un vrai match de football, il y avait une vraie intensité entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'équipe des Allemands, des nazis, ils voulaient absolument battre l'équipe où il y avait Pelé, donc essayer de marquer des buts. Et l'équipe de Pelé, ils avaient en face des joueurs qui avaient le maillot avec la croix gammée. Ils étaient motivés pour aller buter du nazi en fait. Et donc ce qui fait qu'ils se donnaient des vrais coups en fait. Même si dans les deux camps en fait il y avait des joueurs d'Ipswich des deux côtés. C'est ce que tu m'expliquais que le Dieter Baumann qui était le joueur vedette des Allemands. Alors non, lui c'est un joueur. Attention, non, là je te dis c'est un joueur. Et il a un nom allemand Vert quelque chose. Oui, c'est un joueur. Et c'est un joueur du Cosmos. Et c'est un joueur en fait d'origine des pays de l'Est, yougoslave, je crois, et qui s'est retrouvé aux États-Unis, qui a immigré très tôt, qui a un nom allemand. Donc c'est un vrai Américain du coup. Et il jouait au Cosmos. C'était un des seuls un peu qui arrivait à sortir son épingle du jeu parmi ces stars du Cosmos des années 70. Oui, il y avait Beckenbauer, Pelé, etc. Ginaglia. Voilà, exactement. Et le buteur italien. Et donc voilà, il y avait une vraie intensité dans le match, ce qui a rendu ce qui a donné un rendu assez intéressant d'un point de vue cinématographique par rapport à ça. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment une curiosité ce film. Voilà. En fait, cette émission autour du sport, c'est aussi l'émission des curiosités. Donc comme les Puppets dont on a parlé avant, ce film-là. Bon, Gaulle, laissez tomber évidemment, à moins que vous vouliez vraiment voir un film sur le foot que sur le foot. Mais le Hanno à la victoire, il est vraiment amusant à voir en fait. Ouais, mais c'est vraiment un film correct. C'est du John Huston, donc c'est un John Huston en mode il met un peu le frein à main, mais bon. C'est filmé correctement. Il y a la musique du Bill Conti qu'on a écouté avant ensemble, qui elle, pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Il a fait mieux avec Rien que pour vos yeux et Rocky. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ensemble, Fred, un petit peu ce qui va se passer. Voilà, à Strasbourg. Donc d'abord, je vais parler des avant-premières. Des avant-premières au cinéma Star. Ce soir, il y a le film Libre qui traite d'un monsieur qui a accueilli des migrants, un agriculteur dans la région de la Roya, donc limitrophe de l'Italie. Ce soir, donc en présence du réalisateur du film, à 20h au cinéma Star, et il y aura cette avant-première. Donc un film documentaire en fait. Donc ça c'est ce soir en présence donc de Cédric Héroux. Il y aura ensuite L'amour flou. Donc ça c'est le 25 septembre à 20h15, cette fois-ci au Star Saint-Exupéry. Faut pas les confondre. Donc avec où il y aura la présence de Roman Boringer et Philippe Rebaud qui jouent dans le film. Donc L'amour flou, donc c'est une histoire d'une famille française.
Et enfin, Nos batailles, donc le film de Guillaume Sénez, en présence de Guillaume Sénez. Ce sera alors le 26 septembre à 20h15, toujours au Star Saint-Exupéry. C'est un film avec Romain Duris, donc qui est quelqu'un qui lutte dans son travail, qui lutte pour avoir des meilleurs droits. Et puis sa femme le quitte, donc il est obligé aussi de s'occuper beaucoup plus de sa fille et il essaye de faire en sorte que sa vie perso et professionnelle soit en harmonie, mais c'est assez difficile quand on peut l'imaginer. Donc il y a ses avant-premières cette semaine au Star. À l'Odyssée continue la rétrospective Paul Newman et Robert Redford. Et surtout, pour ceux qui sont tristes que le FEFS, donc le Festival Fantastique de Strasbourg, s'arrête aujourd'hui, eh bien, il y a encore les frissons de l'été à l'Odyssée, notamment des films du grand Dario Argento. T'aimes bien ce genre de film, toi, Fred, ou pas? Ouais, j'aime bien. Ouais, Sympa. et Argento, Suspiria, Phenomena, etc. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant. D'accord. Alors, on va continuer sur un peu ce qui sort cette semaine. Donc, cette semaine, on a un film, un gros film français de Benoît Delépine et Gustave Kervern, I Feel Good, oui, avec Jean Dujardin. Donc l'histoire d'un espèce de, je sais pas comment dire, pseudo-loser qui revient chez sa sœur et qui essaie de trouver l'idée, la meilleure idée un petit peu pour devenir riche. Alors que la sœur, elle est plus dans le social, a priori. Ouais. Bah oui, de toute façon, Delépine et Kervern, si ces noms vous disent rien, ce sont les gens qui rédigeaient, qui scénarisaient Groland. Donc c'est un peu toujours dans ce côté moqueur, social, un peu tendre aussi. Moi, autant Groland sur 10 minutes, j'aime assez. Autant sur un film, moi j'ai du mal. Ils avaient déjà fait Mammouth avec Depardieu, par exemple. Ça m'a pas du tout tenté. Fred, est-ce que t'y vas pas? Pas prioritaire. Pas prioritaire. Après, moi, je suis fan de Groland, mais après du Jardin, c'est pas forcément. Enfin, tu as le synopsis, c'est pas le truc indispensable, quoi, qui me fait frissonner. Voilà, tout dépend de ce qu'on aime, mais c'est vrai que là, a priori, non. Alors, il y a The Little Stranger de Lenny Abrahamson. C'est le réalisateur qui avait fait un film très remarqué en 2016 qui s'appelait Room avec Brie Larson, qui maintenant va jouer Captain Marvel. Donc, elle est passée d'un truc un petit peu, on va dire, cinéma d'auteur à quelque chose d'énorme, Marvel. Et donc, c'est l'histoire d'un fils d'un domestique et qui est devenu docteur Faraday. Et ce monsieur, en fait, il va devoir exercer ses talents de médecin dans une vieille famille très riche. Et il va remarquer qu'il y a des liens entre eux et lui et sa famille et plein de choses. Et donc, c'est un film à la fois un drame, mais aussi un peu classé épouvante horreur. Donc, ça a l'air d'être un film assez solide et qui parle des relations cachées dans les familles, dans la société. Oui. Moi, je dirais que ça me tenterait assez. Ça a l'air aussi original. Ouais. C'est avec Domhnall Gleeson, donc un acteur qu'on a pu voir dans Ex Machina. Dans les derniers Star Wars, il joue le Captain Hux. Voilà. Oui. Donc c'est un acteur intéressant, irlandais. Voilà. Donc c'est pas celui-là où il y a Charlotte Rampling aussi? Il y a Charlotte Rampling. Ouais, j'ai pas cité tout le monde, mais il y a Charlotte Rampling. Effectivement, il y a aussi Charlotte Rampling. Il y a Ruth Wilson, qui est une actrice peu connue, mais qui s'est retrouvée dans la série remake, par exemple, du Prisonnier. D'accord. Donc elle fait pas que des trucs connus, mais elle fait pas des choses super connues, mais elle est vraiment très intéressante. Elle est dans des bons coups, exactement. Donc celui-là, moi, je dis ça peut être pas mal. Alors ensuite, il y a Un peuple et son roi de Pierre Scholler, qui est habitué avec des films comme L'exercice de l'État, à s'occuper de films sur l'État. Donc là, Un peuple et son roi, c'est sur 1789, avec Laurent Lafitte dans le rôle de Louis XVI. Ah oui. Comme tu dis, voilà. Je le sens très moyennement. Tout un programme. Ouais, il y a aussi Louis Garrel qui joue Robespierre. Donc là, ça a fini un peu d'achever l'envie qui aurait pu être suscitée par ce film. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, je le signale parce que ça peut quand même intéresser. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que Laurent Lafitte, il a vraiment la tête de l'emploi, en fait. Ouais, ou pas. Il semble qu'il fait que froncer les sourcils tout le film et c'est tout. C'est le roi. Donc, voilà. Voilà. Donc ça a pas l'air. Pour l'instant, les critiques sont assez négatives. C'est vrai qu'il a une tête de roi de France. Ouais. Alors que
pour de nombreuses raisons peut-être. En tout cas, Pierre Schoeller avait fait l'exercice de l'État qui était très bon. Voilà, il semblerait que ça soit un peu moins bon. Alors, plus pour la famille, pour les jeunes adolescents, il y a La prophétie de l'horloge de Eli Roth. Alors ça, c'est assez hallucinant. Parce que Eli Roth, c'est le monsieur qui a fait Hostel, donc un film d'épouvante. Vraiment, on voyait tout, des tortures de gens, etc. Et le film aussi Knock Knock, Toc Toc, avec Keanu Reeves, qui se fait aussi un peu torturer, dans tous les sens du terme, par deux demoiselles. Bon, Eli Roth, il fait du cinéma comme ça. C'est un peu la mouvance tarantinesque, on va dire, mais du côté sans trop de scénario, voilà, obscur encore, obscur. Exactement, c'est bien dit. Et là, il fait un film donc avec Jack Black. Oui. Et un gamin de 10 ans qui se retrouve chez son oncle, qui vit dans un manoir qui fait tic-tac, et donc il y a des pouvoirs magiques et des trucs foufous. Donc à aller voir peut-être avec vos enfants. Alors peut-être pas les tout petits, jeunes adolescents. J'ai toujours peur de l'erreur sur la marchandise pour ce genre de film. Eh oui. Parce que des fois il y a des films qui sont annoncés, truc, ouais, ça doit être même bien pour les familles, etc. Et puis t'es là-dedans, tu vois que c'est un truc d'horreur, un truc. Et voilà, les enfants sont traumatisés après. Ouais. Parfois il y a des erreurs de communication et l'inverse aussi, hein, des films qui sont vendus. Moi je me rappelle d'un film qui s'appelait Mama, qui est sorti il y a quelques années, qui était vendu, tu voyais la bande-annonce, tu dis ouais, ça va être un gros film d'horreur et tout, et puis tu le vois, alors il y a un côté fantastique dans le film, mais c'est surtout un conte en fait, c'était assez intéressant. Ok, eh ben écoute, ce sera le mot de la fin, on se retrouve la semaine prochaine, on va parler des trains au cinéma. Voilà, un grand sujet. Tu reviendras peut-être pour une autre chose sur le sport, puisque là on a parlé que de foot et de boxe. Ou sur d'autres choses, hein, ou sur d'autres choses après. Ce sera intéressant d'évoquer les autres sports, les Rasta Rocket, etc., etc. Ouais. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas le site RBS, radio-rbs.com, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et vous pouvez aussi retrouver Fin de séance sur YouTube ou sur la page Facebook. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et tout de suite, c'est Voix de Portugal. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Et on vous laisse avec la musique de Creed, pardon, au passage. À bientôt.